De ce soir. Yes. Prochain slide. Ouh. Au programme de ce soir, du coup, je m'appelle Manon et je fais partie de la troisième promo de chez Maestro. Je serai facilitateur ce soir avec Mehdi. Donc en fait, Maestro, on en parlera plus tard, mais c'est une formation en 7 semaines qui forme au métier de product manager. Et donc moi, j'ai rejoint cette formation parce que dans le passé, 2013-2014, j'ai été entrepreneur. Puis après, j'ai travaillé en vente et en marketing dans une boîte dans l'agroalimentaire où j'ai travaillé sur différents projets. Et j'avais envie de rejoindre une équipe produit dans une start-up. Et donc, pour me remettre un petit peu en jambes, je me suis dit qu'une formation accélérée, ce serait super. Je sais pas, Mehdi, si tu veux dire un petit mot sur toi. Yes, carrément. Bonjour à tous, ça fait plaisir de vous retrouver. J'espère qu'on vous enchaîne pas trop avec ces 2-3 meet-up par semaine. On en a plein qui arrivent encore, donc on va pas vous lâcher. Et moi, c'est Mehdi, effectivement, comme le disait très bien Manon, je suis facilitateur slash headmaster chez Maestro. Donc concrètement, en fait, c'est moi qui design le programme, la pédagogie et qui fait en sorte que tout se passe bien. Et voilà, je suis très content d'être là ce soir avec vous et très content que tu nous repartages ton expérience, Témine. Du coup, pour les règles de ce soir, vu qu'on est à peu près 35, mais il y a plus de monde qui va certainement encore nous rejoindre, n'hésitez pas à partager vos questions dans le chat. On se fera un plaisir de les relayer. Et on donne tout de suite la parole à notre invité du jour, peut-être pour se présenter dans un premier temps. Trop bien, merci. Salut tout le monde. Donc, Témine. Alors, du coup, moi, j'ai une formation d'ingénieur en informatique et maths appliquées à Grenoble, Mag. Suite à ça, j'ai bossé 4 ans en agence. Ça s'appelle Applidium par Faber Novel. Voilà. Et en agence, en gros, je faisais déjà du product management, mais version, on bosse avec des clients. Et du coup, en fait, je sentais les limites du modèle à force de lire en fait de la littérature de la Silicon Valley, voilà, où du coup j'avais pas du tout accès aux métriques, aux clients, aux itérations ensuite sur les produits, donc j'étais vraiment très frustré. Donc c'est pour ça que je suis parti ensuite en startup. Donc j'étais premier PM dans une boîte à Stockholm qui s'appelle Instabridge, qui faisait une appli mobile. J'ai pas fait long feu, je suis resté juste 3 mois, donc c'était ma leçon de la difficulté de ce que c'est d'être premier PM. Ensuite, j'ai rejoint une boîte qui s'appelle Balinea à Paris. Je suis resté un peu plus d'1 an. C'est une boîte qui était assez intéressante. Il y avait un gros focus sur le produit. En gros, en fait, au moment où je suis arrivé, ils recrutaient une head of product qui revenait de San Francisco, qui s'appelle Pauline, qui est maintenant VP product chez PlayPlay, qui est vraiment très forte. Et du coup, j'ai pas mal appris à ce moment-là. Le seul problème, c'est que du coup, Balinea, c'était une boîte qui était déjà un peu en difficulté financière à ce moment-là. Donc, je suis parti et j'ai rejoint Fly du coup en 2017. Je suis resté 3 ans. Donc, c'est une boîte qui, en gros, fait de la conciergerie Airbnb. Et le problème, c'est que du coup, ben, le tourisme a été fortement impacté par les confinements. Et donc, je suis parti en septembre. Et du coup, en fait, à partir du premier confinement, j'ai créé une communauté de product managers qui sont engagés sur des sujets de développement durable qu'on appelle Y. On a créé ça à 3, donc d'autres PM. Julien et Vanessa. Et voilà, et depuis, en gros, je fais ça plus un peu de conseils produits pour des potes, quoi. C'est canon. Super. Bah, du coup, on va tout de suite enchaîner avec le programme du jour. Donc, on aura 3 thématiques. On va commencer par le contexte de recrutement d'un premier PM. Ensuite, on parlera des qualités et des aptitudes d'un premier PM. Et puis, on donnera une petite vue sur les perspectives de développement quand on commence premier PM dans une startup. Je ne sais pas pourquoi les slides. J'espère que vous êtes prêts parce que c'est parti avec le premier grand thème. Donc, peut-être si tu peux, dans un premier temps, revenir sur Fly et nous présenter un petit peu mieux la startup. Donc, tu as évoqué à Carrément. l'instant que c'était une conciergerie, mais dis-nous-en un peu plus. Ouais. Donc, une conciergerie Airbnb, pardon, ce que ça veut dire, c'est qu'en gros, vous avez un appart à Paris et vous partez en vacances et vous aimeriez bien le louer sur Airbnb pour vous faire un peu d'argent. Donc, vous partez par exemple 2 semaines. Et en fait, le problème, c'est que généralement, les voyageurs, ils vont venir pour 2 jours.
Et du coup, ça veut dire qu'il va y avoir plein de voyageurs qui vont s'enchaîner. Et en fait, si vous avez personne pour gérer sur place, c'est la galère. Et du coup, c'est là où interviennent les conciergeries Airbnb, parce que du coup, les conciergeries Airbnb gèrent tout. Donc, photos, annonces, clés, ménage, réparation, etc. Du coup, en gros, le fonctionnement de Host and Fly, c'était donc d'avoir une équipe centrale, donc un bureau à Paris qui opère donc plusieurs villes, Paris, Lyon, Marseille, des villes dans le sud de la France, Cabourg, etc. Et donc de gérer des prestataires, donc des photographes, des gens à l'époque qui rédigeaient les annonces. Depuis, ça a été automatisé. Les clés, les prestataires de ménage et pour les réparations. Et du coup, donc, moi, je suis arrivé à un moment où il y avait déjà 21 personnes dans la boîte, qui avait une grosse équipe opération, c'était à peu près la moitié de l'équipe. Une grosse équipe de data science, c'était 4, des devs, donc il y en avait 4 aussi, et des customer success. Et donc, je suis arrivé dans cette boîte à ce moment-là avec une head of marketing. Et en gros, le but, c'était de pousser encore plus le business. Donc, côté marketing, ça voulait dire vachement avancer sur l'éducation du public parce que le terme de conciergerie Airbnb n'était pas connu. Je pense que c'est toujours pas très connu encore aujourd'hui. Et sur la partie produit, du coup, c'était d'avancer sur tous les process qui existaient et comment on faisait pour améliorer les outils internes et l'expérience pour nos clients et nos voyageurs. Voilà, donc c'était pas mal d'automatisation dans un premier temps pendant facile 1 an et demi. Où du coup, on s'est connecté avec beaucoup d'API, puisque comme je disais, la particularité, c'est qu'il y a beaucoup d'intervenants externes, en fait. Et Témine, pourquoi ils ont fait appel à toi à ce moment-là? Pourquoi, ils étaient dans quel moment de leur stade de développement pour avoir besoin d'un product manager? Ouais, en gros, Sunfly venait de lever sa première grosse levée, 2,5 millions. Du coup, le but, c'était de pas mal faire grossir l'équipe et de gagner encore plus de marché, parce qu'à l'époque, c'était que Paris. Voilà, et en fait, ils se rendaient compte que c'était cool d'avoir recruté plein de devs et d'avoir une plus grosse équipe. Mais en fait, c'est un moment où c'est beaucoup plus difficile de focus sur les trucs qui sont importants et d'avancer comme il faut, quoi. Du coup, Et tu donc, veux ils dire sentaient qu'il y avait que... des frictions. Ils sentaient qu'il y avait des frictions entre typiquement la head of ops et les devs. Et du coup, ils disaient qu'il y avait besoin de quelqu'un pour en gros mettre de l'huile entre les engrenages, quoi. Ok, super. Je vois qu'il y a une question. Ouais, sur Stockholm. Ouais, carrément. En gros, en fait, Je vais peut-être relire la question pour tout le monde. ouais, carrément. Donc, Je reviens sur tes désolée. 3 premiers mois qui n'ont Ouais, pas abouti. exactement. Tu peux développer. En gros, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, j'étais assez impatient. La scène produit à Paris n'était pas encore très développée, donc c'était il y a 4 ans, hein. Donc, en gros, les boîtes qui commençaient à recruter des PM, c'était Drivey et compagnie, quoi. Donc, il y a ça et aussi le fait que il y avait pas la même reconnaissance du métier de product manager dans les boîtes, quoi. Et du coup, en fait, comme je trouvais pas mon bonheur à Paris, j'ai un peu élargi mon champ de recherche. Donc, j'ai cherché sur Hacker News et je suis tombé sur une boîte à Stockholm. Et je me suis dit, ah tiens, c'est intéressant, ils font une appli mobile, ils ont des clients, enfin des utilisateurs qui sont à l'étranger, donc notamment au Brésil. Et je trouvais ça assez cool comme challenge. Et donc, j'ai candidaté et j'ai été pris. C'était assez rapide le process. J'ai passé 2 entretiens, puis ensuite je suis allé sur place à Stockholm pour rencontrer le CEO, le CTO et vite fait des membres de l'équipe. Et en fait, à ce moment-là, j'étais vraiment. Ouais, je pense que j'étais assez naïf par rapport au recrutement. Et je me suis dit, ouais, c'est cool, je vais aller là-bas. En plus, Stockholm, ça a l'air cool et tout. Et du coup, j'y suis allé un peu tête baissée. Alors qu'en fait, j'avais pas du tout challengé, j'avais même pas pensé à challenger en fait le CEO en face sur ses capacités à faire du product management. Parce que en fait, j'avais beau avoir bossé 4 ans en agence et avoir beaucoup lu de la littérature, en fait, c'était pas assez. Je pense qu'il y a des trucs qui s'apprennent avec de l'expérience, notamment en tout cas, l'avoir vu, l'avoir vécu. Des gens qui sont capables d'articuler une stratégie, une vision pour un produit. Et voilà. Et en fait, ça, du coup, je ne l'avais pas du tout challengé.
Et donc, ce qui fait que je me suis retrouvé, moi, relativement junior, en fait, en tant que product manager dans une startup. Et en face, le CEO qui n'était pas vraiment une personne produit, quoi. Et du coup, c'était un mec assez charismatique, vraiment très fort pour lever de l'argent, pour s'entourer de personnes qui sont compétentes et tout. Mais en fait, il y avait un gap en product management. Et c'est ça qui fait que, en fait, au début, ça avait l'air cool et ça avait l'air de pas trop mal marcher. Et en fait, progressivement, on s'est rendu compte qu'il y avait des trucs qui ne matchaient pas, quoi. Me permet de revenir du coup sur l'expérience de Host and Fly. Ouais. Donc, tu as rejoint une équipe qui est composée de plus ou moins 20 personnes. Vous avez levé des fonds. Donc, je suppose qu'il y avait déjà une validation du product market fit, des frictions entre les devs, le marketing et donc un besoin d'avoir un product manager pour coordonner tout ça, si je résume plus ou moins tes propos. Et du C'est coup, très bien résumé. quel était plus ou moins le business model au moment de ton entrée en fonction chez Host and Fly? Le business model? Oui. Yes. Alors, du coup, il n'a pas changé depuis. En gros, en fait, le business model classique en conciergerie Airbnb, c'est qu'en gros, c'est donc la conciergerie gère votre annonce Airbnb. Elle gère tout, en fait, donc les voyageurs et tout. Et ensuite, c'est elle qui reçoit l'argent. Et du coup ensuite, elle reverse un pourcentage, donc qui est convenu avec les clients. Et voilà. Et donc, généralement, ça tourne autour de 20 à 25%. Et du coup, Fly, en fait, ils ont mis l'accent sur la data en se disant, OK, nous, on peut faire encore mieux. En gros, on peut assurer un revenu garanti à nos clients. Donc, en disant, OK, vous pensez partir de telle date à telle date, votre logement, il ressemble à ça. Et ben, du coup, on va vous proposer 600 € pour cette période-là. Et du coup, ensuite, c'est à nous de nous débrouiller pour faire en sorte que les nuits soient vendues et que la part soit occupée pour qu'on soit rentable. Ok. Voilà. Ok, Et donc, ça, un c'est risque. exactement, ouais, c'est ça. On achète un risque, en fait. Et du coup, assez progressivement, pour des marchés où on avait moins de données, parce qu'en fait, ça tout repose là-dessus. Et c'est facile quand on est à Paris, parce que du coup, c'est une ville, c'est le troisième plus gros marché Airbnb au monde, je crois. Et du coup, quand on se développe dans d'autres villes comme Marseille, par exemple, là, on a moins de données. Et du coup, en fait, on a développé l'autre modèle qui est donc le revenu réel, qui est donc en fait le pourcentage. Justement, donc, quelle était la vision des fondateurs au moment de ton entrée en fonction? Tu parles de développement dans d'autres villes. Ouais. Quelle était leur vision? Alors, grosso modo, en fait, la vision, elle était principalement sur l'évolution du marché de la location et basée sur des chiffres, quoi. Donc, grosso modo, on prend le marché hôtelier, donc, qui est géré par des professionnels. On se dit qu'aujourd'hui, ils en sont là. Et du coup, en fait, on sait qu'avec Airbnb, tu as une partie des nuits qui sont habituellement louées par des professionnels qui vont passer en fait chez des particuliers. Et du coup, on s'est dit, bon, bah voilà, nous, on pense qu'on peut prendre tant de pourcents progressivement chaque année et on compte occuper telle place dans ce marché-là. Et donc, ça, c'est une chose. Et l'autre chose, du coup, c'est du coup, en termes de chiffres, nous, on représente ça aujourd'hui. Le marché hôtelier représente ça. Et du coup, nous, on est capable d'aller jusque-là. Voilà. Et donc, grosso modo, c'était sur ces deux aspects-là qu'il y avait une vision qui était établie. Et là, on ne parle pas du tout de produits, etc. Ok. Donc, tu Et, arrives dans... Ouais. ouais, et du coup, juste pour ajouter une autre chose par rapport à ça, en gros, en fait, derrière, on s'est dit, OK, nous, notre focus, là où on est fort, c'est l'automatisation. On sait que on va miser beaucoup sur la data science pour pricer au juste prix et sur les devs pour proposer donc des outils en interne et pour les prestataires qui vont être au top et pour pouvoir du coup gérer beaucoup de locations. Et donc on est arrivé grâce à ça à un moment, jusqu'au confinement quoi, grosso modo, à gérer 10% du marché Airbnb à Paris. C'est dingue parce que pendant le confinement, on a tous pensé que Host and Fly allait continuer à nous filer de la thune gratuitement comme ça, alors que plus personne ne venait à Paris. Je me souviens, c'est vraiment un Tu t'es truc. fourvoyé, Mehdi. c'est vraiment un truc. Et, et, euh, et ouais, et je reviens sur juste sur ce que tu disais au tout début. Donc premier PM, tu te rends compte que le rôle de product, en fait, si tu n'as pas un CEO qui a fait du product avant, compliqué.
Et donc là, tu vas un petit peu te former, on va dire, chez Balinea auprès d'autres products. Et Ouais. tu reviens faire du premier, tu reviens en tant que premier PM. J'ai l'impression que tu as un peu un profil de premier PM. Et qu'est-ce qui fait, tu vois, qu'est-ce qui t'attire, toi, dans ce rôle qui est très, très spécifique de premier product manager? Ouais. Moi, je pense qu'en fait, au-delà de ce qui m'éclate, je pense qu'il y a vraiment des trucs auxquels je suis allergique et qui faisaient que ça ne pouvait pas forcément marcher pour moi d'être dans une plus grosse structure. Moi, ce que je kiffe dans ce métier, c'est que c'est ultra varié. Vraiment, tu es un touche-à-tout et tu fais le grand écart en permanence. Et ça, c'est un truc qui peut être ultra inconfortable. Il y a forcément des moments où je me suis dit, ah là, je me sens pas bien, je suis en bad, je vais partir en burn-out. Non, j'exagère. Mais en fait, potentiellement, ça peut être limite parce qu'on fait vraiment le grand écart entre de la tech, entre du business, entre vraiment les micro-détails de wording, de couleur et en même temps la vision stratégique. Et en fait, voilà, c'est vraiment le grand écart tout le temps. Mais du coup, en fait, ça te permet de vraiment balayer vraiment plein de choses. Donc, de discuter avec marketing, sales, opérations. Dans d'autres boîtes, ça va être du légal avec du recrutement, etc. Et ça, c'est hyper stimulant, quoi. Et du coup, me dire que j'allais me spécialiser et m'occuper juste de tel pan du produit dans une grosse boîte, par exemple, je sais pas, Doctolib, tu vois, en fait, il fallait vraiment que le produit m'intéresse beaucoup, beaucoup pour que je me dise, OK, c'est vraiment ça que je veux faire, quoi. Voilà, Et donc c'est pour ça qu'en fait, j'ai cherché plutôt des rôles de premier PM. Et Témim, comment tu as été accueilli du coup en tant que premier PM? Est-ce que tu es bien perçu par les autres membres de la team? Quelle était ton expérience là-dessus? Ouais, alors la particularité, c'est qu'en fait, bon, je ne sais pas si c'est si particulier en fait, mais chez Oceanfly, c'est généralement des gens qui sont assez jeunes, donc pas mal de gens qui sortent d'école, donc potentiellement c'est un stage ou alors c'est leur premier emploi. Et du coup, pour la plupart, ils n'avaient jamais travaillé avec un product manager. Donc, grosso modo, les seuls qui avaient bossé avec des PM, c'est le CTO parce qu'il est passé dans des boîtes qui avaient des PM. Mais ouais, sinon, la plupart, en fait, ils ne connaissaient pas du tout le rôle et ils ne savaient pas nécessairement ce que ça allait apporter. Donc, du coup, en fait, il y avait une phase d'éducation. Voilà, donc juste voilà, raconter un peu ce que j'ai fait avant, le genre de trucs que je fais, le genre de succès que j'ai pu avoir. Et puis après, juste une phase d'observation où tu regardes comment ils travaillent et tu essayes de piger ce qui marche bien et ce qui pourrait être amélioré. Comment tu fais de l'observation? Est-ce que tu te mets derrière les devs, tu regardes comment ils codent? Alors, l'observation, généralement, c'est pas trop les devs, mais c'est plutôt les personnes qui font, tu vois, opération, customer success, sales, etc., quoi. Donc, typiquement, tu vois, quand j'ai envie de comprendre le discours sales et quand j'ai envie de comprendre les attentes des prospects, ouais, du coup, là, je vais aller potentiellement passer un peu de temps avec des sales, réécouter des calls, regarder un peu ce qu'ils racontent dans le CRM, lire des emails. Enfin, il y a vraiment plein de possibilités, quoi. Je voudrais revenir un peu sur du coup les problématiques produits auxquelles tu as fait face. Donc, tu as expliqué aussi un besoin d'intégrer pas mal d'API. Donc, quelles étaient les problématiques produits majeures que tu as dû tacler dès ton entrée en fonction? Les problématiques, c'est que tu avais plein de choses qui étaient gérées. Alors, en fait, la, un des aspects qui m'a marqué quand je suis arrivé chez Oceanfly, c'est que, donc c'est connecté avec énormément d'outils externes. Donc, déjà, il y a beaucoup de prestataires et deux, ils utilisent vraiment plein de produits différents. Et ouais, et du coup, en fait, tout ça, tu as besoin de quelque chose pour comment dire, de single source of truth, quoi. Donc, quelque chose où tu vas et tu sais que tu vas trouver l'information à jour, pertinente sur ton écran. Et donc, pour ça, ils avaient déjà pas mal construit un back-office qui commençait à devenir, qui avait une croissance organique, quoi. Donc, du coup, ça poussait un peu dans tous les sens. Et du coup, le but du jeu, c'était de faire en sorte de passer, si tu veux, d'un outil où on représente juste les objets dans ta base de données à quelque chose qui soit vraiment exploitable par les équipes pour faire leur métier, quoi. On a une question hyper intéressante de Charlotte.
Quand tu enchaînes les rôles de premier PM, est-ce que ça te bloque derrière pour rejoindre une scale-up avec un énorme produit méga solide? Moi, je pense pas. Non, je pense pas. Après, c'est juste c'est une question plutôt de kiff, tu vois. Genre, est-ce que tu vois, aujourd'hui, moi, j'ai fait donc deux expériences de premier PM. Est-ce que j'ai envie de rejoindre une grosse boîte? C'est plutôt ça la question que je vais me poser, tu vois. Parce qu'en fait, le métier a peut-être le même nom, mais le scope derrière n'a rien à voir. Donc, si tu penses que tu as quelque chose d'intéressant à apporter à une scale-up parce que c'est des trucs que tu as vus et que tu veux développer à fond, bah, je pense que ça marche très bien, tu vois. Mais par contre, si tu te dis, ouais, en fait, tu as fait que sur cet aspect-là, ça va me faire chier, bah, faut pas y aller, quoi. Ouais, alors du coup, je me permets de prendre la parole, mais du coup, en fait, ma question, c'est plus, enfin, moi, j'ai fait Maestro Promo 2, mais c'est plus, en fait, plutôt ce que la scale-up a à m'apporter, tu vois, le côté rassurant d'avoir un méga onboarding. Carrément. C'est plutôt ça, en fait, qui me ferait peur de partir sur un rôle de premier PM alors que je suis en reconversion et que j'ai juste fait un bootcamp de 7 semaines, finalement. Ouais. Ah ouais, ok. Bah écoute, ça dépend ce que tu cherches, vraiment. En gros, en fait, les deux vont t'apporter des choses qui sont vraiment très différentes. Le rôle n'est pas le même, voilà, il faut juste le savoir. Et si tu vas dans une grosse boîte, bah ouais, effectivement, ce sera bien structuré et donc bah, tu vas apprendre le métier d'une certaine façon qui sera la façon attendue par ton équipe produit dans cette boîte-là. Et du coup, bah, ça a un côté super rassurant, quoi. C'est sûr. Et en plus, tu vas potentiellement bien comprendre le modèle, tu vois, l'échelle de progression du métier de produit dans la boîte et voir du coup ce qui t'intéresse ou pas, quoi. Alors que du coup, si tu vas dans une boîte en tant que premier PM, ben, ouais, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus d'inconnus, quoi. Mais après, comme tu as la chance de faire maestro, tu vas échanger avec des personnes qui sont dans cette situation-là et du coup pouvoir bah, comparer et donc prendre ce qu'il y a à prendre ailleurs, quoi. Voilà. Merci Charlotte pour cette question. Ça fait une bonne transition pour la partie 2. Avant d'enchaîner vers les qualités, les aptitudes, etc., je voudrais me permettre de poser une dernière question sur le contexte. Du coup, comment tu as abordé ton premier mois et comment tu démarres en tant que premier PM? Tu commences par quoi? Ouais, ben, comme je disais tout à l'heure, en fait, il y a une grosse phase d'observation. Euh, En fait, je pense que le pire piège en tant que premier PM qui débarque dans une boîte, c'est de vouloir tout changer. Parce que du coup, tu as utilisé tel process, ça a marché dans une autre boîte, donc tu sais que ça va marcher dans cette boîte-là. Ça, c'est pas forcément vrai. Et du coup, en fait, en faisant ça, tu risques de pas gagner la confiance de ton équipe. Et du coup, moi, Marocco, c'est plutôt de se dire, OK, ben, dans un premier temps, je vais juste comprendre la boîte, je vais comprendre le business, je vais comprendre le fonctionnement des équipes, les utilisateurs, etc. Et du coup, une fois que j'ai bien cerné tout ça, là, on va pouvoir commencer à shipper des quick wins pour gagner de la confiance avec les devs et les équipes et commencer à voir un peu plus loin, quoi. Mais il y a vraiment une phase d'observation qui me semble vraiment essentielle et quitte à faire un reporting avec avec son N+1. Donc moi, dans mon cas, c'était le CTO au début. Et ensuite, on a switché sur le CEO à un an et demi après, quoi. Mais ouais, vraiment comprendre, reporter, confronter en fait sa vision des choses avec quelqu'un qui donc a une meilleure vision d'ensemble de la boîte pour ensuite commencer à identifier là où on pourrait agir, quoi. Ok. On a une question, on a des questions Ouais. qui s'enchaînent. Moi aussi, j'en ai pas mal pour toi, mais ça s'enchaîne pas mal. Pascal qui nous demande, est-ce que tu penses que quand tu es dans une grosse boîte, il faut que tu choisisses ton scope Discovery et entre Discovery et Delivery, alors que quand tu es premier PM, tu fais tout? Alors, le piège, ça peut être qu'en tant que premier PM, tu fais beaucoup de delivery et pas de discovery parce que tu te dis que tu n'as pas le temps. Ou alors, au contraire, enfin, c'est une question de profil, ça aussi, hein. Tu vois, moi, j'ai un background tech. Et donc, en fait, je pense que j'ai un biais pour la delivery plus que la discovery. Mais ouais, du coup, moi, je dirais que quand tu vas dans une grosse boîte, je dirais pas que tu choisis en fait entre les deux. Je dirais plutôt que ça va dépendre de la culture produit dans la boîte. Et du coup, tu vois, je sais pas, j'avais pas mal discuté avec Doctolib il y a 2 ans.
Et en gros, il me disait qu'il devait passer quelque chose de l'ordre de 30% en discovery et 70% de delivery. Mais c'est indissociable, tu vois. Et tu as des boîtes, je pense, qui vont être vachement plus delivery parce que leurs produits entre guillemets, tu vois, c'est quelque chose où tu sais exactement où tu veux aller et donc tu sais comment tu vas le dérouler, quoi. Est-ce qu'on prend également la question d'Emeric? Donc, en tant que premier PM, comment tu doses l'investissement de ton temps en termes opérationnels, rédaction Ouais, de tickets, rôle de PO, versus ton rôle vision, stratégie, roadmap? Ça rejoint un petit peu ce que tu as dit, en fait. Ouais. carrément. Je Ouais. vous propose de passer à la deuxième partie de ce Fire Chat. Donc, on va consacrer ça aux qualités, aux aptitudes d'un premier PM. Donc, si tu peux nous résumer en fait les qualités et les compétences que tu recherches, qui sont recherchées en fait chez un premier PM. Ouais. Bah, classique, hein, je dirais, mais empathie. Super important que le PM, en fait, il se sente vraiment concerné par les problèmes utilisateurs, problèmes du business. S'il n'y a pas ça, je pense que c'est pas la peine, quoi. Deux, moi je dirais que faut que ce soit une personne qui soit organisée, qui sache prioriser, qui sache communiquer en interne, en externe, à l'écrit, à l'oral. C'est vraiment super important. Et dernier truc, du coup, c'est les capacités d'analyse, donc bah, des feedbacks utilisateurs, que ce soit du qualitatif ou du quantitatif. Voilà, c'est vraiment super important. Alors, après, ça va dépendre des organisations, hein. Donc, il y en a typiquement au premier PM où il va falloir vraiment tout faire, il va falloir faire ses questionnaires et tout, ou des structures un peu plus grosses où, par exemple, tu as le marketing qui va gérer les questionnaires et du coup, en fait, tu as déjà beaucoup plus d'input. Voilà, donc après, encore une fois, ça rejoint mon point sur l'observation. On va regarder comment fonctionne la boîte, ce qui marche bien et sur quoi on peut s'appuyer pour bien construire le produit, quoi. Et ouais, et du coup, quand tu es premier PM, l'exécution, c'est vraiment une très, très grosse partie du taf, hein. Donc là, il ne faut pas se leurrer. Si on n'aime pas la delivery, c'est un peu compliqué, quoi. Donc tu dirais Voilà. que c'est Et un du peu ça qu'un premier PM doit avoir de plus qu'un PM, vraiment l'envie d'exécuter. en tout cas, ça ne doit pas être un problème. Je dirais pas que c'est le plus parce qu'en vrai, dans tous les rôles de PM, je pense que l'exécution, c'est quand même une partie super importante. Mais ouais, c'est clair que si tu es allergique à ça, faut pas faire ça, quoi. Et en fait, non, là, pour répondre à ta question sur la particularité de ce que c'est d'être premier PM par rapport deuxième ou énième PM, je dirais qu'en fait, c'est que c'est un rôle qui va être assez ambigu. Et c'est ambigu dans toute configuration, mais notamment quand tu es premier PM. Parce que du coup, bah, voilà, comme je disais, potentiellement, les gens n'ont jamais bossé avec un PM, ils ne savent pas ce que c'est. Et puis en fonction des business, des équipes, des compétences de tout le monde dans l'équipe, bah, en fait, ça va être hyper malléable, quoi. Donc, tu as beau postuler pour un poste de premier PM dans plein de startups, et en fait, ça va être très différent d'une boîte à l'autre. Donc, faut s'attendre à ce que ce soit ambigu. Et puis en fait, comme il faut vraiment installer la culture produit et comment on travaille ensemble, faut fournir quand même pas mal d'énergie pour ça, quoi. Et donc, il faut être prêt à faire ça. Et quand tu es deuxième PM, je pense que c'est quand même nettement plus confortable, quoi. Parce que du coup, tu as quelqu'un qui a déjà fait le sale boulot avant toi et du coup, là, tu peux vraiment dérouler sur la construction de produits, sur les process et tout, quoi. Et est-ce que tu dirais qu'un premier PM peut être comparé à un entrepreneur? Alors, en gros, pour moi, la différence principale, c'est que quand tu es PM, en fait, tu n'as pas d'autorité, quoi. Alors que quand tu es entrepreneur, tu peux dire c'est moi le fondateur, donc je décide, c'est moi qui ai le mot final. Quand tu es PM, si tu as instauré la confiance, du coup, potentiellement, les gens peuvent se dire OK, il a l'air de savoir ce qu'il fait, donc on l'écoute. Mais sinon, en fait, si tu as des gens qui ont vraiment une opinion dure sur les choses, faut composer avec, quoi. Et du coup, ouais, la différence aussi, c'est les moyens. Quand tu es entrepreneur, tu n'as pas forcément l'argent, tu vois, juste ça, d'exécuter les choses. Alors que quand tu es PM, potentiellement, tu peux avoir accès à un peu plus de moyens parce que du coup, tu arrives dans une configuration où la boîte sort d'une levée de fonds. Donc là, il y a moyen de faire des choses intéressantes, quoi. Et justement, toi, tu as d'autres PM qui sont arrivés par la suite chez Austenfly. Et ça a été quoi le découpage? Comment vous êtes découpé enfin, sur quels critères et comment vous êtes organisé? Ouais. En fait, dans les deux cas, c'était des stagiaires. Du coup, Ouais.
tu vois, bon, c'est pas exactement comme si c'était quelqu'un en CDI, tu vois. Mais en gros, ouais, on se débrouillait pour que, en gros, mon stagiaire, il bosse sur des trucs qui l'intéressent. Parce que c'est quand même hyper important pour la motivation et donc pour ensuite la qualité des productions. Voilà, et puis du coup, en gros, la partie sur laquelle lui travaillait, moi, je supervisais, je donnais mon input, ce que je savais dessus, et on faisait des reviews régulières, quoi. Mais ouais, c'est pas exactement un découpage comme si c'était un CDI, quoi. Et en gros, en fait, la question qu'on s'était posée pour le recrutement d'un CDI, ce qui était le cas avant le premier confinement, c'est en gros de se dire, bon, bah voilà, le découpage, on pourrait le faire par exemple selon nos objectifs business, donc qui sont la qualité, donc faire en sorte que les clients soient contents, donc ils nous laissent des bonnes notes, que les voyageurs soient contents, ils nous laissent des bonnes notes, que les prestataires de ménage ils aient un batch de ménage qui soit optimisé et tout. Voilà, donc ça c'est un premier point. Et le deuxième point, du coup, c'était la croissance. Donc aller chercher d'autres marchés, donc l'étranger, des marchés qui ne sont pas les grandes villes. Donc par exemple, je parlais de la Côte d'Azur et de Cabourg par exemple tout à l'heure. C'était des nouveaux marchés pour nous à l'époque, quoi. Voilà. Donc, c'était en gros sur ces deux thématiques business-là, on s'est dit, OK, on pourrait découper le travail comme ça, quoi. Parce que la transition s'est faite naturellement, on va poursuivre du coup sur ces perspectives de développement et qu'est-ce qui se passe quand la team grossit. Et en fait, à partir de quel moment tu t'es dit, OK, là, il faut que je recrute un peu du monde euh, pour compléter l'équipe? Ouais. Ben, en fait, c'est à partir du moment où tu te dis, là, j'ai l'impression de ne pas avoir le temps de bien faire mon taf. Et ça, c'est une période qui peut durer longtemps, malheureusement, hein. Parce que du coup, là, tu commences à te dire, OK, quand ça va vraiment longtemps que je n'ai pas fait de discovery, c'est pas cool. Parce que du coup, potentiellement, je passe à côté de choses. Ou alors te dire, bah, je sais pas, on a des nouveaux sujets produits et du coup, ça nécessite du temps d'investigation et du coup, on l'a pas. Donc là, faut y aller, quoi. Et ouais, du coup, nous, on était vraiment à ce moment-là. Tu vois, en gros, en fait, on avait fait la deuxième levée de fonds. Et du coup, on savait qu'il fallait qu'on recrute assez rapidement. On a favorisé le recrutement de développeurs à ce moment-là. Et c'était pas si mal. Mais en fait, ça faisait que je faisais beaucoup de delivery. Et en fait, j'avais plus assez de temps de discovery, quoi. Donc là c'était vraiment super important d'avoir ce temps en plus, quoi. Et en plus, on n'avait pas de. Enfin, il n'y a pas de designer chez Oceanfly. Du coup, en fait, c'était un rôle. Enfin, un rôle. J'ai occupé un peu de mon temps à faire du UX design. Mais pareil, tu vois, en fait, je suis pas un spécialiste de ça et ça aurait été beaucoup plus productif à un moment d'avoir un product designer. Ouais. Et du coup, au niveau des stagiaires dont tu parlais, tu voulais recruter uniquement des stagiaires pour ton équipe Non, produit ou... non, en fait, le but, c'était que, bon, là, on arrivait à un moment où il y avait 10 développeurs. Moi, j'étais le seul PM. Ça commençait à devenir vraiment tendu. Et du coup, en fait, on avait besoin de pas, en fait, accumuler de dettes produits. Mm. Et donc, pour faire ça, l'idée, c'est d'avoir mains en plus, quoi, des cerveaux en plus. Donc, d'où l'importance de recruter à ce moment-là un stagiaire qu'on aurait aimé transformer en CDI et un CDI en plus, quoi. Ok. 10 développeurs et un product, ça doit popper sur Slack, mais toutes les 2 minutes, quoi. C'est hardcore. Ça doit être infernal. C'est quoi le bon ratio pour toi? 4-5 devs pour un PM. Ça, c'est le top. En plus, en fait, le truc, c'est que c'est une relation qui est assez personnelle quand même avec les développeurs. Tu vois, tu passes vraiment beaucoup de temps avec eux, tu discutes sur plein de choses avec eux. Et du coup, en fait, le fait d'avoir 10 devs, ça fait que bah, forcément, mécaniquement, tu as moins de temps à passer avec chacun des devs. Donc, du coup, ça fait que la relation, elle est un peu moins. Elle est forcément un peu moins bonne, quoi. Et donc, si tu arrives à ramener ça à un ratio ouais, de 4-5, je pense que c'est top. Et tu disais que tu passais beaucoup de temps sur la delivery et moins sur la discovery. Donc, je suppose que tu recherchais peut-être à engager des stagiaires pour creuser plus cette partie-là. Est-ce que ça avait des impacts en termes de critères de recrutement, tu vois, parcours académique ou... Euh, Moi, c'est pas trop ma cam, en fait,
peut-être de les recruter sur CV ou sur école, surtout en product management, parce qu'en fait, tu n'as pas vraiment d'écoles qui font des formations qui destinent à ça, quoi. Donc pour moi, en fait, c'était plutôt de chercher des gens qui ont l'air d'avoir la tête bien faite, qui s'intéressent vraiment, sincèrement au produit. Et quand tu creuses, bah, tu te dis, OK, lui, il a l'air de vraiment baigner dedans. Et donc j'aimerais bien bosser avec lui, quoi. Ok. Hop, attends, est-ce qu'on avait une... On a Pascal qui dit waouh, du dev pour un PM. Quel orga aviez-vous agile? À quel point étais-tu précis dans les spécifications? C'est vrai que ça Ouais. fait du boulot quand même pour un seul Ouais, PM. ouais, ouais. Alors ça, c'est une super bonne question. Alors, par rapport à l'orga, en fait, on n'a jamais... Alors moi, en fait, je suis pas très Scrum, tout ça, c'est pas trop mon kiff. Du coup, en fait, grosso modo, ce qu'on faisait, c'est qu'on s'inspirait de ces méthodologies-là. Notre fonctionnement était agile parce que du coup, on avait des itérations fréquentes. On interagissait en équipe pluridisciplinaire. Mais tu vois, on ne cherchait pas à se dire, OK, on va suivre Scrum by the book, quoi. Et je pense qu'en fait, tu as beaucoup de boîtes qui le font. Mais Et alors, par rapport à l'autre point, du coup, ouais, forcément, en fait, à partir du moment où tu as plus de devs, ben, faut focus, quoi. Donc, tu choisis les sujets sur lesquels tu veux passer du temps. Et pour moi, en fait, les sujets sur lesquels je voulais passer du temps, c'était pas d'écrire précisément ce qu'ils devaient faire. On a recruté des product devs qui sont autonomes par rapport au challenge qu'on leur donne. Tu vois, en fait, on leur donne un problème. Et moi, ce que j'attends d'eux, c'est qu'ils me proposent une solution technique pour y répondre. Moi, c'est ça qui m'intéresse, tu vois. Et du coup, j'avais pas envie de leur dire, eh ben, du coup, ton API, il faut qu'elle fasse ça, ça, ça. Et du coup, tu vas brancher telle interface qui va faire ça, etc. Ça, je pense que c'était intéressant ni pour moi, ni pour eux. Voilà. Mais ça aussi, ça dépend de ton équipe, tu vois. Si tu as une boîte où c'est des devs qui s'attendent à ce que tu leur files tout mâché, ben, en fait, c'est soit tu le fais, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, soit tu dis, OK, bon, les gars, bah, là, on va un peu changer de façon de fonctionner, j'ai envie de vous impliquer plus pour que ce soit plus intéressant pour vous, etc., quoi. Mais ça, c'est des choix à faire, tu vois, et je pense que c'est plus facile de les faire quand tu es premier PM. Enfin, ça, plutôt que quand tu as une organisation produit qui est déjà construite. Et du coup, ça fonctionne comme ça. Et du coup, en fait, faut pas se poser de questions, quoi. et c'est quoi justement selon toi, ce que tu as vu comme tips, tu vois, que tu pourrais nous partager pour que ça se passe vraiment bien avec les développeurs? Ouais. Ouais, c'est une bonne question, ça. Je suis pas sûr d'avoir des tips en tête. Mais grosso modo, tu vois, en fait, c'est ce que je disais en onboarding, il faut gagner leur confiance. Pour gagner leur confiance, comment tu fais? Ben, en fait, tu leur montres que tu vas leur apporter quelque chose par rapport à la configuration où il n'y avait pas de PM. Donc, ça veut dire, tu essaies d'anticiper au max, tu essaies de discuter avec tes utilisateurs pour bien comprendre leurs problématiques. Tu comprends le business pour comprendre comment tu fais un produit qui réponde donc aux attentes des utilisateurs en aidant le business à grandir. Et donc, quand tu apportes tout ça et que tu leur apportes de la clarté, en fait, c'est ça surtout. Tu vois, c'est un peu le fouillis, ils ne savent pas trop quelles sont les priorités et tout. Et là, tu leur dis, OK, c'est ça le plan. Et alors là, ils sont au top, quoi. Justement, Alexandre qui réagit là-dessus et qui demande s'il y a trop inclure les devs, c'est pas finalement un piège parce qu'ils te remettent encore plus en question. Alors, je pense pas que ce soit un piège. Effectivement, hein, tu vas passer du temps parce que, ouais, il y a de l'éducation et tout. Mais en fait, tu vois, si tu dis, OK, c'est ça l'aspect et maintenant exécuter, en fait, là, tu perds énormément de potentiel à réaliser des produits qui sont pertinents, tu vois. Parce que du coup, en fait, tu vois, les devs, c'est des gens qui ont une vision sur les solutions techniques. Et en fait, ils connaissent beaucoup mieux que toi en tant que PM, tu vois. Et du coup, si tu n'arrives pas à utiliser ces talents-là, bah, tu as perdu du potentiel pour faire un bon produit, quoi. Et chez Ostenfly, on te laissait la main sur l'orga avec le CTO ou c'est le CTO qui organisait son équipe et toi qui venais t'intégrer? Comment ça se passait sur l'orga entre tech et product? Alors, là où c'était facilité, c'est que en fait, le CTO, c'était mon N+1 à ce moment-là. Et du coup, en fait, on discutait tout le temps. Donc, on se rendait bien compte de ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. Et du coup, c'était assez naturel, quoi. Vous avez mis en place des petits rituels justement pour
pour faire en sorte de caler, tu vois, les choses pour lesquelles tu avais moins de temps, de la discovery, des tests en aval, de l'itération? Je suis pas sûr de piger des questions. Tu disais que tu avais pas mal itéré en fait sur ton organisation produit. Ouais. Est-ce que vous avez mis en place quelle best practice est-ce que vous avez mis en place? Ok. En fait, le fonctionnement, c'est que on se voyait avec les fondateurs, donc les 3 fondateurs, une fois toutes les 2 semaines, pour en gros discuter des priorités pour la suite en termes de produits et de tech. Et du coup, en fait, c'est ça qui faisait qu'on se rendait compte de voilà, ça a l'air de galérer un petit peu, pourquoi, essayer de comprendre, donner de la visibilité aux fondateurs, mais aussi à toute l'équipe. Et voilà quoi. Donc, je pense qu'en fait, c'est ça qui a fait qu'on a pu itérer de façon assez confortable, tu vois, pour moi, parce que c'était pas en mode je faisais tout seul. Tu vois, en fait, j'avais l'appui des cofondateurs aussi, quoi, pour des changements de process, pour des remises en question, etc., quoi. En parlant de ça, il y a une super question. Ouais, j'allais le dire aussi. Je t'en prie, je t'en prie. Donc, on a une super question. Ouais. En tant que premier PM d'une startup early stage où un fondateur a lui-même créé l'ensemble du produit et est très impliqué, comment faire pour lui permettre de lâcher un peu sur son produit et lui faire accepter qu'il a recruté un PM pour aussi faire du discovery? Ça, c'est un peu la question, si tu veux, de pourquoi le fondateur a recruté un PM. Alors, en fait, là, je dirais, il y a 2 volets. C'est est-ce que la startup, Donc, elle du coup, si je a... comprends bien, ton jean. S'il te plaît, Nico, coupe ton son. Merci. Je pense que tu peux même le mute. Mais ouais, en gros, je dirais que le premier volet, c'est est-ce que la startup a atteint le product market fit? Si oui, du coup, ça me semble assez évident que le CEO, en fait, il n'a plus le temps de gérer tout le produit tout seul. Et donc, c'est pour ça qu'il recrute un PM. Si la startup n'a pas atteint le product market fit, là, c'est le moment où c'est un peu dangereux parce que du coup, en fait, c'est un peu comme s'il y a trop de cuistots dans la cuisine, quoi. Parce que du coup, le CEO, il se rend compte que c'est pas encore là, le product market fit, et du coup, c'est un peu dangereux de lâcher les rênes. Donc, il reste impliqué et ça risque d'être une situation qui reste comme ça encore un moment, quoi. Mais si jamais tu as je sais pas, le malheur ou le bonheur de rentrer dans une startup pré-product market fit en tant que premier PM et que tu as un CEO qui voilà, est là tout le temps, même sur le petit bouton, l'écriture du petit email, comment tu gères la situation? C'est compliqué, hein. Moi, je l'ai pas vécu. Donc, si tu veux, j'en parle selon mon point de vue, quoi. Mais ouais, moi, ce que je dirais, c'est que faut en discuter ouvertement, tu vois. Juste, voilà, on est 2 à faire du produit, donc il y a toi et moi. Toi, visiblement, tu as toujours envie d'être impliqué. Donc, dis-moi sur quoi tu as envie d'être appliqué, à quel moment tu veux que je t'implique. Dis-moi les zones sur lesquelles tu me laisses d'autonomie ou voilà, où tu as besoin de contrôle. Et puis, on avance, quoi. Ça clairement, c'est le genre de truc, il faut être hyper ouvert là-dessus. Et faut être brutalement honnête. Je crois que c'est comme ça qu'on dit en anglais. Et ouais, faut pas essayer de se cacher derrière d'autres trucs, quoi. Sinon, en fait, ça crée des situations vraiment pourraves, quoi. Et justement, tu as aussi l'autre situation un peu compliquée où tu arrives dans une boîte dont la culture, c'est sales. C'est une culture ultra commerciale et tout est priorisé en fonction des retours des clients. Et plus ils sont gros, plus ça fait remonter le ticket dans la roadmap. Comment tu gères cette situation-là? Ouais. En fait, tu arrives dans la boîte, tu as fait ta phase d'observation. Là, tu te rends compte que ok, les sales, ils fonctionnent de telle façon, ils ont tel impact sur la roadmap, etc. Et du coup, en fait, il faut que les règles du jeu soient claires. Tu vois, par exemple, Pauline, donc, qui est chez PlayPlay, c'est une boîte qui est très, très sales. Et en fait, elle leur a dit, voilà, les règles du jeu sont ultra claires. Pour que le produit bosse sur tel sujet, il faut que ce soit passé par l'outil qu'ils utilisent, c'est Product Board. Ça me fait plaisir que tu en parles. Ouais, J'arrête pas de le pousser tous les jours.
Product Board, du coup, donc un outil dans lequel on peut récolter des feedbacks et ensuite les traiter pour les mettre dans des sujets à explorer pour la roadmap. Et du coup, donc, si ça passe pas par Product Board, bah, en fait, on va pas taffer dessus. Et donc, les sales, du coup, ça les a forcés à plus passer par d'autres canaux et donc uniquement passer par là. Et en fait, ils ont tous gagné, tu vois, parce que du coup, les sales, ils arrivaient à mieux quantifier les sujets qui remontaient et donc ceux sur quoi il semblait être important de bosser d'après les prospects. Et du coup, le produit, en fait, ils avaient vachement plus de données sur lesquelles s'appuyer avant de commencer à taffer sur une réflexion de produit, quoi. On a une petite question également de Tiffen. Est-ce qu'il y avait déjà de la discovery de fait avant que tu arrives? Et si oui, qui le faisait et comment? Comment est-ce que tu t'es intégré à ça? Ouais, bah, il n'y avait rien. Non, très sérieusement. En fait, Oceanfly, l'idée est venue en fait quand dont deux des fondateurs, ils étaient à New York. Et en fait, ils se rendaient compte que c'était vraiment un pain point de ouf de gérer des locations Airbnb parce que du coup, en fait, tu pars en vacances 2 semaines, mais tu as plein de voyageurs différents. Et du coup, ils se sont dit, OK, bon, on rentre en France, on monte la boîte là-dessus. Et donc, ils ont commencé avec leurs potes. Donc, facile, tu vois, tu as un groupe de potes d'école d'ingénieurs, donc des gens qui ont plutôt des moyens, qui commencent à acheter leur premier appartement. Et du coup, en fait, c'était eux leurs premiers clients. Et puis après, ça a grossi de façon organique. Ils ont fait de la pub. Et du coup, après, c'est parti voilà, ils sont passés d'une quinzaine d'utilisateurs à, j'en sais rien, moi, 1000, tu vois. Et donc, en fait, quand je suis arrivé, ils ne savaient même plus qui étaient leurs utilisateurs. Donc, ils voient les noms passer et tout. Ils se disent, OK, j'imagine que je vois très bien qui c'est, quoi. Mais ils ne savaient pas d'où ils venaient, qu'est-ce qui les intéressait dans Oceanfly, qu'est-ce qui ne fait pas, etc., quoi. Et donc, je suis arrivé et donc, phase d'observation, j'ai appelé des clients. J'ai appelé une vingtaine de clients pour piger un petit peu ce qui les amenait chez Oceanfly et tout, quoi. Et donc, c'était un peu ça qui a mis le pied à l'étrier par rapport à la discovery, quoi. Et après, du coup, là, je parle juste des clients de Oceanfly, mais tu as aussi la discovery en interne qui est vachement cool, tu vois, parce qu'en fait, tu as des utilisateurs de tes produits qui l'utilisent en permanence, donc le back-office, qui sont juste à côté de toi. Du coup, en fait, tu as des questions, en fait, tu vas te caler dans leur salle, tu regardes un petit peu comment ils bossent, tu poses deux, trois questions et tu vois beaucoup plus clair, quoi. Cette phase d'observation sur laquelle tu as pas mal insisté et qui semble essentielle, elle a duré plus ou moins combien de temps chez Oceanfly? Franchement, je dirais l'observation avant de shipper des quick wins, c'était 1 mois à peu près. Mais en fait, ouais, plus généralement, je dirais que tu passes bien 3 mois, tu vois, ouais, à passer du temps avec les équipes, à regarder un peu comment ils bossent et tout. Et après, il faut revenir régulièrement pour toujours avoir une oreille pour comprendre un peu ce qui se fait et où sont les pain points, quoi. Ça t'a apporté quoi d'être premier product quand tu l'as fait pendant 3 ans chez Oceanfly? À la fin, qu'est-ce que ça t'a apporté personnellement, professionnellement? Ben, Studio Code à partir d'un Brian, s'il te plaît. Ouais. je dirais premier PM, en fait, enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est assez difficile. C'est assez éprouvant. Et du coup, en fait, si ta boîte tarde à recruter des profils pour compléter le tien, c'est un risque, quoi. Et du coup, bon, là, pas de chance, tu vois, il y a eu le confinement, mais là, on était vraiment à 2 doigts de recruter un autre PM et ça aurait été vraiment un énorme soulagement pour la suite, quoi. Mais du coup, ouais, donc ça t'apprend à connaître un peu tes limites par rapport à ça. Et après, le truc, c'est juste le kiff de taffer avec plein de profils différents sur plein de sujets différents. Tu vois, des produits, j'en avais 5 différents, quoi. Évidemment, on ne travaillait pas en permanence sur tous les 5 produits, mais ouais, il y a quand même beaucoup de sujets. Tu vois, il y a énormément d'utilisateurs donc qui sont des prestats et tout qui font que du coup, tu as un champ des possibles qui est assez large, quoi. Et ouais, du coup, donc, je dirais, tu as cette stimulation, tu vois, en fait, si t'es curieux, c'est trop bien, quoi. Il se passe vraiment trop de trucs. Et après, d'un point de vue pro,
je pense que c'est hyper intéressant. Je pense que ça se revend bien, tu vois. J'ai pas trop cherché à postuler dans des boîtes là, mais ouais, tu vois, en fait, tu peux raconter que du coup, en 3 ans, tu as fait tout ce genre de trucs. Alors, il faut faire l'effort de noter en fait régulièrement le genre de trucs que tu as shippé et donc les succès que tu as quand même. Parce que quand tu le fais ensuite, 3 ans plus tard, c'est un peu plus dur de s'en souvenir. Et même, je pense que pour le moral, au fur et à mesure, c'est quand même cool de le faire. Mais ouais, donc tu as plein de choses à raconter. Tu peux expliquer que du coup, grâce aux améliorations de produits que tu as fait, le business il est passé de temps à temps. On a permis de structurer les équipes de telle façon. On a gagné en efficacité sur tel process et tout. Et ça, c'est quand même assez cool, hein. Et du coup, quand je suis parti, j'en discutais un peu avec les sales, marketing ou opérations, ceux avec qui j'ai pas mal bossé. Et ouais, tu te rends compte qu'il s'est passé vraiment beaucoup, beaucoup de choses, quoi. Et ça, c'est assez riche, quoi. J'aime bien l'idée de noter ses succès. Il y a une idée d'application RH là derrière ça, je pense. Un petit glace d'or personnel. Le problème, c'est que tu n'aurais pas tes fails dessus, quoi. Oh, tu peux faire les fails aussi, hein. C'est intéressant. tu peux Non, mais en demander vrai, à tout le monde de les faire. Non, c'est hyper intéressant. C'est important parce que il du nous coup, reste, c'est ça qui permet de t'améliorer ensuite. il nous reste 5-6 minutes. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ce que tu fais actuellement au Why? Ouais. Ouais, du coup, je disais en intro, Why, c'est une communauté de product managers engagés. C'est du bénévolat. On le fait pour des acteurs à impact. Ça veut dire économie sociale et solidaire, développement durable. En gros, si vous connaissez Tech for Good, Data for Good, c'est un peu Product for Good, quoi. Et du coup, ça nous permet comme ça d'accueillir des product managers qui sont assez cool, assez intéressants. Donc, on a un premier batch de 9 personnes avec qui on a taffé là, depuis le lancement, donc il y a 1 mois et demi, je dirais. Et on s'apprête à accueillir du coup un deuxième batch de 7-8 personnes. Avec plein de gens super intéressants. En fait, ceux qui sont prêts à faire du bénévolat, donc accorder du temps gratuitement, de leur expertise, en fait, c'est vraiment un type de profil qui est assez cool, tu vois, humainement. Et de l'autre côté, du coup, le point sur lequel on est moins fort parce que c'est pas notre réseau de product manager, c'est donc les acteurs impact. Et donc là, en fait, on est allé chercher vachement d'incubateurs, de structures qui accompagnent des associations, des solopreneurs à impact et tout. Make Sense, par exemple, si vous connaissez. Et du coup, en fait, grâce à eux, ça nous permet de rencontrer vachement de monde sur des sujets qui sont ultra intéressants et super divers. Et voilà, du coup, c'est assez cool. Donc là, on a 2 projets qu'on a accompagnés qui sont en gros en finalisation là. Parce qu'en fait, c'est relativement ponctuel. Donc un qui était sur, par exemple, comment on fait pour produire de l'électricité localement et ensuite la dispatcher. Donc que ce soit pour une collectivité, pour une entreprise en particulier. Et un autre qui est plus sur, en gros, de l'accompagnement pour personnes âgées et éviter qu'ils soient isolés, quoi. Très bonne question, Charlotte. Ouais, il y a vraiment des sujets super variés, quoi. Très bonne question, Charlotte. Est-ce que tu prends des profils un peu débutants en product pour faire du bénévolat? Ouais, absolument. En fait, le truc, c'est que comme c'est du bénévolat, on partage les exemples de projets qui tombent dans notre inbox. On les partage sur Slack. Et ensuite, les PM qui sont motivés, ils se manifestent. Et en fait, tu vois, tu as certaines missions où ils étaient à 3 dessus parce que du coup, ils avaient des compétences différentes et qui étaient complémentaires par rapport au projet. Donc carrément, tu pourrais venir et potentiellement, si tu as peur de faire du product direct, tu pourrais juste faire du shadowing, voir un peu comment ça fonctionne et du coup, ça te permet d'apprendre, quoi. Faire de l'observation. Merci beaucoup. On va conclure tranquillement. Est-ce que vous pouvez, ceux qui sont encore là, nous mettre, comme d'hab, entre 0 et 5, une note dans la conversation et nous dire surtout ce qu'on aurait pu améliorer. Alors, j'ai un petit écho. Je vais vous partager vite fait mon écran pour vous parler un peu de Maestro en 2 minutes. Hop. C'est, comme disait très bien Manon, un bootcamp en 7 semaines de product management. Il y a un micro qui est pas coupé là quelque part. Et
Et du coup, le but, c'est de se préparer à fond pour trouver un job, booster sa compréhension du product et faire des apps web et mobile avec des vrais metrics derrière. C'est vraiment important. On est sur du 80-20, 20% de théorie et 80% de pratique, que des études de cas, énormément d'études de cas avec très bons intervenants. On en a une quarantaine. Et plein de webinars qui arrivent. Donc là, Témine, lundi, on a Olive de Comet qui vient nous parler de décrocher le job et évoluer dans le product management. Et on va enchaîner. Donc, n'hésitez pas à rester connecté. On va mettre tout ça sur le groupe Meetup. Et voilà, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, à nous rejoindre ou à nous poser des questions. Et surtout, je te remercie, Témine, d'avoir fait ce webinaire avec nous et de l'avoir refait surtout parce que c'est un exercice qu'on avait déjà fait et moi j'ai appris des nouveaux trucs. J'ai appris des nouveaux trucs. C'était exactement pas le même, donc c'était pas du tout le même. Donc j'ai appris des nouveaux trucs. Donc merci beaucoup. Merci à tous.